Elie, donc, qui est donc chef de service à Maryland Long de chirurgie pulmonaire et thoracique. Donc, on va parler aussi de transplantation rare et certainement avec un pronostic, tu nous diras lequel. Madame et Messieurs les Présidents, Messieurs les académiciens, je tiens à vous remercier de nous donner l'opportunité de présenter ce sujet qui est assez difficile, comme on va le voir, et je tenais particulièrement à remercier Christine de nous avoir invités pour parler de la transplantation pulmonaire chez l'enfant. Juste un petit rappel pour vous dire que la transplantation pulmonaire chez l'enfant est apparue très tardivement par rapport à la transplantation pulmonaire de l'adulte qui date des années 60, qui n'a pas été très glorieuse puisque le premier greffé c'était un cancer du poumon et qui est mort très rapidement. Alors que chez l'enfant, c'est l'équipe de Toronto qui en 87 avait greffé le premier, c'était un adolescent de 16 ans pour une fibrose, et on voit le nombre de cas depuis le registre international de transplantation cardio-pulmonaire récolte tous les cas transplantés dans le monde. Et donc on voit chez l'adulte, il y a eu 43 000 transplantations pulmonaires jusqu'en fin 2013 pour 2 000 chez l'enfant. Donc c'est chez l'enfant jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus rare. Alors quand est-ce qu'on greffe un enfant? On greffe un enfant en dernier recours après avoir épuisé toutes les thérapeutiques d'une maladie pulmonaire qu'on peut donner pour une maladie pulmonaire et quand le risque vital est engagé dans l'année qui survient. Donc vraiment, c'est une indication extrêmement particulière parce que on peut laisser quelqu'un sous oxygène sans que sa vie soit en jeu. Donc il faut vraiment bien peser le pour et le contre. Et le but de la transplantation, c'est un, de lui sauver la vie, et deux, si possible, lui améliorer la qualité de vie. Quelles sont les particularités de la transplantation pulmonaire? C'est chez l'enfant, comme là c'est effectivement général sur toutes les transplantations qu'on va décrire là cet après-midi. D'abord, c'est des particularités anatomiques. Il est difficile de matcher donc un greffon souvent beaucoup plus grand, parce que malheureusement, ou heureusement, il y a peu de donneurs enfants. Et donc, pour les sutures bronchiques, qui sont l'élément majeur dans la transplantation pulmonaire, les sutures bronchiques, vous savez, quand on prélève un poumon, on va couper la circulation bronchique, et donc on met à l'épreuve cette circulation qui nourrit les bronches. Donc le risque majeur, c'est l'ischémie bronchique, parce que les bronches ne sont plus nourries qu'à contre-courant à partir des artères pulmonaires, qui vont reperfuser les capillaires et qui vont remonter à contre-courant l'arbre bronchique. Donc plus on est en proximal sur les bronches, plus la bronche est ischémique. Donc c'est un problème majeur. Donc si les sutures bronchiques techniquement peuvent être réglées, en cas de complication d'ischémie bronchique, ça sera beaucoup plus difficile à gérer. Donc c'est un problème majeur chez l'enfant. Donc la suture vasculaire ne pose pas de problème. Deuxième problème chez l'enfant, c'est les problèmes immunologiques. On sait bien que le système immunologique chez l'enfant, et notamment chez les petits enfants, n'est pas complètement mature. Donc il est en cours de développement, c'est ce qui change un petit peu de l'adulte. Et il semble qu'il y ait moins de rejet aigu et moins de rejet chronique. La particularité du petit nourrisson, c'est qu'on peut le greffer en système incompatible ABO jusqu'à l'âge de 1 an. Donc c'est une particularité, mais comme il vous l'a dit Emmanuel tout à l'heure, on a très peu de donneurs petits enfants en France, et donc la transplantation pulmonaire chez le petit enfant, avant l'âge de 1 an, n'existe pas en France. N'existe pas parce que pour le problème qu'il vous a dit. Mais ça peut être une possibilité finalement intéressante parce qu'on peut greffer en incompatible. Deuxième élément, on sait très bien que chez l'enfant, ils sont beaucoup plus susceptibles à des infections, les infections notamment respiratoires saisonnières, qui pour le poumon posent un problème. Pour le cœur, ça pose pas de problème, mais pour le poumon qui est en contact avec l'extérieur poserait un problème. Deuxième problème également important chez l'enfant, c'est donc la nutrition et surtout les reflux gastro-ésophagiens, qui sont plus fréquents chez l'enfant que chez l'adulte, sont source d'ennuis pulmonaires, parce qu'ils vont inhaler. Ils vont faire des micro-inhalations, et les inhalations pulmonaires sont un problème majeur dans la greffe. Et longtemps a été considéré comme une des causes du rejet chronique, ce qui n'est pas sûr, mais sont une des causes de dysfonction du greffon.
Et également, il faut que les parents de l'enfant adhèrent au programme de transplantation et il faut que l'adolescent adhère au traitement qu'on va lui donner. Ça peut être parfois problématique. On a vu beaucoup d'enfants qu'on a greffés, pas beaucoup, quelques enfants qu'on a greffés qui ont décidé d'arrêter le traitement, de refuser le traitement, c'est quand même un petit peu difficile pour le poumon qui nécessite un traitement encore plus draconique que le foie ou le cœur. Alors, quelles sont les principales indications de la transplantation chez l'enfant? Majoritairement, c'est la mucoviscidose. Donc, vous voyez, c'est des trous comme ça dans le poumon qui sont source d'infections quasi permanentes et de sélection de germes de plus en plus agressifs. Majoritairement, c'est la mucoviscidose. Juste après, on a l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est la spécificité de Marie-Hélène Long. L'hypertension artérielle pulmonaire, c'est des enfants qui naissent avec un lit capillaire quasi bouché, et donc ils ont des pressions extrêmement élevées dans les artères pulmonaires, ce qui fait que le ventricule droit, il va s'hypertrophier, il va devenir plus gros que le ventricule gauche, il va écraser le ventricule gauche et il va l'empêcher de se remplir. D'accord? Donc ça, c'est les principales indications. Les autres indications sont majoritairement chez l'enfant, donc c'est les fibroses pulmonaires ou les déficits en surfactants, mais on va le voir, il y a une grande variabilité en fonction de l'âge, du type de transplantation. Alors ici, le registre international de transplantation cardio-pulmonaire chez l'enfant, on regarde en fonction de l'âge. En dessous de l'âge de 1 an, c'est majoritairement les déficits en protéines du surfactant qui prédominent. Et les maladies congénitales, mais ce sont essentiellement des indications de transplantation cardio-pulmonaire et non plus pulmonaire, puisque le cœur est également malade. Entre 1 et 5 ans, ce sont plutôt les hypertensions artérielles pulmonaires et quelques cas de fibrose. Entre 6 et 10 ans, c'est la mucoviscidose qui prédomine, et également après l'âge de 6 ans, c'est la mucoviscidose qui est la principale indication de transplantation, et vient après l'hypertension artérielle pulmonaire. Et les retransplantations de ceux qui ont été greffés plus tôt. Alors vous voyez ici ce registre international, il nous montre en fonction des continents. La principale indication en vert, c'est la mucoviscidose. En bleu, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire, et puis les autres après, mais c'est vraiment la mucoviscidose qui prédomine. Alors quand on regarde l'activité dans le monde de la transplantation pulmonaire, vous voyez, par année, donc depuis 86 jusqu'à très récemment, vous voyez, actuellement on a atteint un chiffre stable, 100 de transplantations par an dans le monde. Donc c'est quand même pas beaucoup, c'est très peu, très très peu, et on va voir pourquoi. Et majoritairement, comme vous voyez par tranche d'âge, ce sont les enfants qui sont au-dessus de 10 ans, c'est les adolescents. Et quand on regarde le nombre de centres qui font de la transplantation pulmonaire chez l'enfant, c'est majoritairement des centres qui font de la transplantation pulmonaire et qui font un peu d'enfants. Donc majoritairement, c'est des centres qui font moins de 4 greffes par an. Il y a très peu, voire actuellement, il y a quasiment aucun centre qui fait plus de 10 greffes et quelques enfants entre 5 et 10 greffes. Mais c'est majoritairement, c'est moins de 4 greffes par an. Alors quand on regarde les résultats de cette greffe, les résultats selon le registre international, les résultats de cette greffe, ils sont finalement pareils que chez l'adulte, c'est-à-dire pas terribles. 50% de survie à 5 ans. 50% de survie à 5 ans. De quoi ils meurent ces enfants greffés? Comme chez l'adulte, dans les 3 premiers mois de la dysfonction du greffon, entre le 3e mois et l'année d'infection, et une fois que c'est passé le cap de l'année, ils vont mourir de bronchiolite, c'est-à-dire de rejet chronique. C'est vraiment le problème majeur de la transplantation pulmonaire, c'est la bronchiolite, c'est le rejet chronique. Alors, naturellement, dans la transplantation pulmonaire, chez l'adulte et encore plus chez l'enfant, il vaut mieux greffer 2 poumons qu'un seul poumon. Il n'y a plus de place pour la transplantation monopulmonaire du tout. Et encore moins chez l'enfant, vous voyez la survie, elle est médiocrissime quand on leur greffe un seul poumon. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire la bronchiolite, et comme vous faites la bronchiolite sur 2 poumons, vous gardez plus de réserve que quand vous faites la bronchiolite sur un seul poumon.
Alors, qu'il soit greffé en fonction des indications pour mucoviscidose ou pour autre chose, c'est la même survie, parce qu'on transforme une maladie en une autre maladie. Donc on enlève l'hypertension pulmonaire, on enlève la mucoviscidose, après ils ont la maladie du greffon. Alors, est-ce qu'il y a une survie différente en fonction de l'âge de la greffe? Probablement pas, parce que selon ce registre international qui nous rapporte d'importantes séries, la survie elle est similaire, quel que soit l'âge de la greffe. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire chez ces enfants-là? C'est de retarder le plus tard possible l'âge de la greffe. Donc on va développer tous les moyens possibles pour qu'on les amène le plus tardivement possible à la greffe, parce qu'on sait très bien qu'ils vont développer la bronchiolite. Donc, alors, par quels moyens? Donc, dans la mucoviscidose, on a amélioré la prise en charge thérapeutique. Vous savez qu'il y a eu un papier qui a fait scandale il y a 3 ans dans le New England sur la transplantation pulmonaire pour mucoviscidose, en disant chez l'enfant, il ne faut plus les greffer avant l'âge de l'adolescence parce que les résultats sont très mauvais. Donc, on cherche à les rapprocher de l'âge adulte avec tous les médicaments. Donc, on est très regardant à l'âge d'inscription, de listing pour la greffe. On préfère les lister le plus tard possible. Et pour l'hypertension pulmonaire, il y a eu ces 10 dernières années vraiment d'importantes améliorations dans le traitement médical, avec majoritairement l'introduction des prostacyclines en injecté en intraveineux. Puis, petit à petit, il y a eu des nouveaux médicaments qui empêchent la prolifération des cellules musculaires lisses dans les artères du poumon. Puis, s'est développé en France, Necker et Marie-Hélène Long, une procédure qui est connue des congénitalistes, qui est la procédure de Potts. Vous savez que chez l'enfant, ils ont des hypertensions pulmonaires, parfois qui sont très très importantes. Ils ont parfois des pressions plus élevées dans les artères de poumon que dans l'aorte. Alors, qu'est-ce qu'on leur fait? Un trou, une anastomose entre l'artère pulmonaire et l'aorte thoracique descendante. Et donc, ce qui fait que le surpression qui est dans l'artère pulmonaire va descendre dans l'aorte thoracique descendante. Donc, naturellement, c'est du sang bleu. Alors, ce qui va arriver dans les jambes, c'est du sang bleu. On s'en moque, c'est pas très grave. Donc, quand on leur prend la saturation aux orteils, elle est très basse par rapport aux doigts, mais ça n'a pas tellement de conséquences. Cette procédure de Potts, qui a été développée initialement à Necker, le premier cas a été fait à Necker, naturellement s'adresse à des enfants de moins de 15 ans qui doivent avoir des pressions plus élevées ou isosystémiques, ou plus élevées que la pression systémique, pour que le shunt se fasse de droite à gauche et non pas de gauche à droite. Et qu'il faut quand même qu'ils aient un cœur vaillant, un ventricule droit, musclé, qui puisse pousser contre des pressions aussi élevées que les pressions systémiques. Et naturellement, c'est un traitement palliatif. Ça permet d'attendre la greffe. À Marie-Hélène Long, il y a eu 8 malades qui ont eu cette procédure. C'est la plus grosse série mondiale, pas beaucoup. Et vous voyez, sur les 8 malades, donc 2 sont morts en post-opératoire, qui n'ont pas supporté cette procédure chirurgicale. 2 ont été jusqu'à la greffe et qu'on a greffé, et 4 qui vont plutôt bien et qu'on suit régulièrement au moment où ils risquent de se dégrader pour les lister pour la greffe. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on les greffe? Vous voyez ici cette anastomose. C'est difficile naturellement, toutes ces transplantations pour HTAP, elles sont faites sous CEC. Et donc, on met maintenant des endoprothèses dans l'aorte thoracique descendante immédiatement avant la greffe, ce qui nous permet de ne pas avoir à clamper l'aorte chez ces enfants et de leur greffer. La particularité de la greffe pulmonaire chez l'enfant, c'est aucune, tout est plus petit que chez l'adulte. On greffe un poumon, puis l'autre poumon, donc il n'y en a rien de particulier, contrairement à la transplantation cardiaque. Voilà, excusez-moi, donc vous ne voyez pas cette anastomose ici entre l'aorte thoracique descendante et l'artère pulmonaire. Et donc on a mis un stent dans l'aorte thoracique descendante, ce qui nous a permis de greffer les 2 poumons. Donc il n'y a aucune particularité technique, si ce n'est que c'est plus petit, c'est tout. Alors quand on regarde, on a quand même fait des progrès partout dans le monde. Avant on avait une survie qui était moins bonne avant les années 2000,
Puis petit à petit, on a amélioré quand même la survie. On est passé d'une survie de 45% à une survie qui est plutôt de 52-53% entre les années 90 et maintenant. Alors, quand on regarde, je vous ai dit, la principale cause d'échec de cette survie, c'est la bronchiolite, c'est le rejet chronique. Quand on regarde la survie sans bronchiolite, elle est à 5 ans, elle est moins bonne, elle est aux alentours de 45%, et petit à petit, à 10 ans, il n'y en a plus que 30%. Donc vraiment, c'est le fléau majeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez un enfant qu'on a greffé de poumon et qu'on revoit avec une bronchiolite, et qui est à nouveau confiné au lit et à l'oxygène? On a envie de le regreffer, on le regreffe, et malheureusement, vous voyez, la survie de la retransplantation, elle est moins bonne encore. Donc on revient sur le problème éthique qu'on avait posé tout à l'heure. Donc à Marie-Lannelongue, on a greffé essentiellement des hypertensions artérielles pulmonaires. Chez l'enfant, on a 20 sur à peu près 400 malades qu'on a pu greffer. Il y en a 20 qui sont des enfants, et sur les 20, on a fait majoritairement des cœurs-poumons. Pas exactement, on a fait 15 cœurs-poumons et 5 bipoumons. De plus en plus, on essaie de faire des bipoumons, mais sur des cœurs qui sont malades, on préfère, et chez un enfant, on a privilégié dans le temps le cœur-poumon. Nos résultats sont similaires que chez l'adulte, mais on a été amené à regreffer sur ces 20 enfants, on en a regreffé 5. Et par bonheur, les 5, ils vont bien, mais voilà, donc on est confronté à ce problème du rejet chronique. Donc en conclusion, la transplantation, c'est un traitement qui doit être envisagé chez l'enfant après avoir épuisé toutes les possibilités thérapeutiques, bien sûr, mais c'est un traitement qui reste efficace. Les principales indications sont la mucoviscidose et l'hypertension artérielle pulmonaire chez l'adolescent. On est plutôt dans le déficit en surfactants et les anomalies congénitales chez le tout petit enfant, mais malheureusement, on n'en fait pas en France de ces greffes. Très peu, souvent on les greffe à l'âge de l'adolescence, quand ils arrivent à survivre jusqu'à là. La survie, elle est similaire à ce qui est chez l'adulte, c'est-à-dire aux alentours de 50% à 5 ans, sachant qu'actuellement, la survie chez l'adulte, on est plutôt aux alentours de 65% à 5 ans. C'est-à-dire, on a quand même pas mal amélioré les résultats. La principale cause d'échec, c'est la bronchiolite, c'est le rejet chronique, et la retransplantation, c'est une option thérapeutique qui est encore plus envisagée que chez l'adulte, du fait que ce sont des enfants qu'on suit et qui retrouvent leur symptomatologie pour laquelle ils avaient été référés chez nous. Voilà, je vous remercie. Bien, merci pour cette très belle présentation. On touche du doigt, effectivement, au-delà, bien entendu, des prouesses techniques qui sont certaines, hein, aussi bien pour le cœur que pour le poumon, c'est vraiment de la grande chirurgie. Mais véritablement, on se heurte à ce problème éthique, comme l'a souligné M. Pellerin. J'ai une question, enfin, quels sont les grands axes de la recherche, enfin, pour essayer d'améliorer un petit peu ces résultats? Est-ce que c'est plus vers la chirurgie? Tu as dit que les techniques sont rodées, finalement, pour le poumon, mais qu'est-ce que l'on peut faire de plus, et quels médicaments on peut peut-être développer? Les axes de recherche, ils sont sur plusieurs niveaux. Un, on essaye de traiter la bronchiolite, mais pour l'instant, on n'a aucun traitement efficace. Il n'y a aucun traitement. Là, il y a des trucs, des thérapies géniques, rien ne marche. On cherche à développer les alternatives à la transplantation ou à toutes les procédures qui puissent retarder l'âge de la transplantation. Donc, vous avez vu la procédure de Potts, ça a l'air de bien marcher chez quelques malades, mais c'est vraiment dans l'hypertension pulmonaire. Alors, on peut, la mucoviscidose. Il n'y a pas grand-chose en dehors du traitement médical. Donc, c'est vraiment maladie par maladie. Donc, on cherche, le but principal, c'est de retarder l'âge de la greffe. Voilà. Parce que on est confronté à des résultats quand même qui ne sont pas extraordinaires. Donc, alors, naturellement, tout à l'heure, c'était M. Andréasson qui m'avait posé la question, quid des donneurs vivants? Les donneurs vivants se justifient quand les résultats de la greffe, comme dans le foie, sont très bons. En France, ils ne sont absolument pas justifiés dans le poumon. Parce que là, on fait courir des risques vitaux aux donneurs, c'est-à-dire aux parents, pour des résultats qui sont plutôt
plutôt en demi-teinte. Donc ça se justifie. En France, ça ne se fait pas. Surtout que, si j'ai bien compris, il faut greffer les deux poumons, donc les donneurs. Voilà, donc en fait, c'est souvent ce qui se fait au Japon et quelques centres nord-américains, mais qui sont revenus. C'est-à-dire, ils prélèvent un lobe chez le père, un lobe chez la mère, et voilà. Mais là, actuellement, on cherche à développer plutôt des donneurs, à améliorer les donneurs morts. C'est-à-dire que parfois, on prélève actuellement de plus en plus des donneurs qui étaient des mauvais donneurs, mais qu'on remet sous machine, quand on les perfuse en ex vivo pour les améliorer, pour les greffer. Ça, c'est une façon d'augmenter le nombre de donneurs. Monsieur Bellerin, vous vouliez en dire quelque chose? Ma question porte sur la mucoviscidose. Peut-être vous ne pouvez pas répondre, mais vos collègues pédiatres vont répondre. Quid de l'éradication de la mucoviscidose en France avec le programme qui est en principe doit être prolongé, et surtout depuis la connaissance non seulement des origines génétiques, mais en même temps des répartitions géographiques dans la population. Deuxièmement, alors ça je pense que vous pouvez répondre, dans votre série de fibrose pulmonaire, combien d'enfants étaient déjà les survivants de la mucoviscidose néonatale avec les aléas de l'Ileus meconial ou autres malformations néonatales associées? Parce que là, le parcours est cette fois du combattant dès le départ. Je vous remercie. Je vais un petit peu vous décevoir. Donc, la recherche sur la mucoviscidose pour éradiquer la maladie, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à... Là, on est encore au laboratoire. Deuxièmement, la transplantation en France, pulmonaire, elle est, contrairement à ce qui se passe en Amérique du Nord, elle est très bien managée, puisque elle est managée par centre. Il y a des centres qui font de la mucoviscidose, il y a des centres qui font de l'hypertension pulmonaire, il y a des centres de référence. Donc, nous, à Marie-Lannelongue, on fait très peu de mucoviscidose. Je ne peux pas me permettre de parler à... Nous, toute l'hypertension pulmonaire en France est traitée à Marie-Lannelongue. Donc, on s'est consacré à cette maladie, qui est une maladie rare, mais on a la chance d'avoir des grosses séries et des bons résultats dans notre domaine. Donc, on ne va pas s'attaquer à la mucoviscidose, qui est plutôt greffée à Foch et à Georges Pompidou, mais je ne peux pas me permettre de répondre à leur place. Bien, pour répondre un tout petit peu à cette question d'éradication de la mucoviscidose, effectivement, on n'y est pas encore. D'abord parce que le diagnostic anténatal n'est pas toujours fait, ce qui est quand même un cas assez fréquent. Et même, on se trouve, alors même pour les diagnostics d'autres malformations ou d'autres anomalies congénitales graves, vers de plus en plus de couples qui ne veulent absolument pas d'interruption de grossesse et donc qui sont prêts à tout pour garder l'enfant. Donc je pense qu'on a encore ce sont des maladies et des malformations qui ont encore de bons jours devant elles, parce que il y aura toujours des enfants qui naîtront avec des malformations et des mucoviscidoses, tout au moins dans le proche avenir. Ma question portait surtout sur le fait que combien de ces enfants étaient déjà dans le problème aigu d'urgence de l'Ileus meconial néonatal, dans les formes majeures de révélation immédiate de la mucoviscidose. Car dans la mucoviscidose, vous savez, toute la gamme de variétés, dont certaines se présentent comme un problème pulmonaire secondaire, tardif, même parfois au moment d'adolescence. Mais nous, néonatologistes pédiatres, nous connaissons bien entendu la révélation immédiate, c'est l'Ileus meconial. L'Ileus meconial, qui déjà est un problème en lui-même. Donc, le problème de l'Ileus meconial, qui est déjà un problème, avec ses complications, va probablement, je pense, bénéficier très largement des progrès de la chirurgie pédiatrique néonatale, mais il est fournisseur de la suite. Donc, ma question, toujours dans la réflexion plus éthique, si vous voulez, plus générale, combien d'enfants qui arrivent dans votre cohorte, et par exemple combien de parents, souffrent ou luttent pour ce problème depuis le jour de la naissance, avec les aléas de la guérison de l'Ileus meconial, qui ne guérissent pas tous les Ileus meconiaux. Comme je vous ai dit que c'est une chirurgie quand même qui n'est pas glorieuse, entre parenthèses, seuls les patients qui sont hyper sélectionnés sont référés aux chirurgiens pour la greffe. Donc probablement les malades qui ont été les dénutris,
les multi-opérés ne sont même pas adressés à la transplantation. Souvent, les malades qui arrivent à la transplantation, c'est des malades qui sont très sélectionnés et qui sont très peu opérés ou qui ont malheureusement, heureusement pour eux, n'ont pas eu tout ce parcours difficile. Non, parmi les mucoviscidoses graves, il y a une forte mortalité déjà, donc, et puis ensuite ceux qui sont référés pour transplantation pulmonaire, d'abord ils sont excessivement peu nombreux, et ensuite c'est pas vraiment, on ne les greffe pas à 10 ou 12 ans, je pense que c'est plutôt à partir de 18-20 ans qu'ils sont greffés, donc on ne les voit plus ces malades-là, ils sont dans des services d'adultes. Alors, il faudrait savoir quelle est la proportion de ceux-là qui ont eu des graves complications à la naissance, mais là, c'est très difficile à savoir. Absolument. Emmanuel, tu as peut-être quelques commentaires en tant que chirurgien thoracique ? D'abord, il n'y a aucun conflit d'intérêt entre Élie et moi, même si on travaille au même endroit. Il y a une chose que tu as dit et que j'ai relevée, qu'il faut impérativement avoir l'adhérence des patients. Et effectivement, j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais nous, on a eu 2 morts à l'adolescence par arrêt brutal de la cyclosporine. Genre, l'adolescent, j'en ai marre de tout, j'arrête la cyclo. Donc ça, effectivement, c'est hyper important. Et l'autre chose, c'est qu'il me semble, en chirurgie hépatique, on fait des transplantations de segments de foie. Et il me semble qu'un jour, j'étais passé dans ta salle et que tu étais en train d'essayer de transplanter des segments de poumons. Je voulais savoir où est-ce que tu en étais avec ça. Effectivement, chez l'enfant, on est obligé, malheureusement, on n'a pas beaucoup de donneurs enfants, donc on leur greffe des lobes d'adultes. C'est-à-dire qu'on prend un donneur adulte et on le divise, donc on met des lobes à la place d'un poumon. Donc c'est ce qui revient un petit peu dans la difficulté pour matcher les volumes entre l'adulte et l'enfant. Le poumon est plus facile à régulariser que le cœur, donc on arrive un petit peu à couper du poumon. C'est plus difficile dans les cœurs poumons. On peut pas, dans les cœurs poumons, qui est notre pratique, c'est extrêmement difficile de jouer avec la taille et le poids parce qu'on aura un problème de place. Mais effectivement, on fait de plus en plus de greffes de lobes parce que pour ne pas avoir à attendre